J'ai pour projet de concevoir et fabriquer ma propre hypercar et dans cette vidéo, on fait l'intégration turbo et périphérique moteur. On va d'abord étudier tout ça, se documenter, voir ce qui se fait, puis on verra l'élaboration de ma conception. C'est parti! Dans cette vidéo, vous allez me voir utiliser le logiciel pro de conception assistée par ordinateur SolidWorks. Grâce à l'offre Makers proposée par Dassault Systèmes, vous pouvez avoir accès à ce logiciel de fou pour moins de 50 € par an. C'est simple, c'est même pas 5 balles par mois. C'est cadeau, vraiment. Avec l'abonnement Makers, non seulement vous avez accès à SolidWorks pour vos conceptions 3D, mais vous bénéficiez aussi d'un logiciel de FAO pour vos usinages, ainsi que de la 3D expérience pour la gestion de vos projets également. En tant qu'utilisateur de SolidWorks depuis plus de 10 ans, je crois, c'est mon logiciel préféré, il n'y a vraiment pas à déconner, ça n'étonnera personne, et c'est avec ce logiciel que j'ai conçu absolument toutes mes voitures et tous mes systèmes mécaniques, donc vraiment SolidWorks. L'offre Makers, réservée aux créateurs passionnés, vous donne accès au même logiciel que la version professionnelle, mais à un tarif tout simplement imbattable. Je répète, moins de 50 € par an pour un logiciel professionnel. On me demande souvent, mais oui, c'est même très conseillé. Vous pouvez commencer à débuter la 3D avec SolidWorks et même vous lancer complètement dans la 3D. C'est un logiciel qui est vraiment nickel, il est super simple, il est intuitif et vraiment la force de ce logiciel, c'est qu'il y a plein de tutoriels explicatifs sur internet, sur YouTube, sur les forums, bref, vous êtes pas du tout seul, vous serez pas paumé. Il y a un tuto pour absolument tout. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en description et on retourne à la vidéo hypercar. Bon, on est sur du sérieux de chez sérieux, on va parler moteur, turbo et tout ce qui fait la puissance de la voiture. À la fin du dernier épisode, on avait une grosse caisse à savon haut de gamme, trop haut de gamme. La voiture se compose d'une monocoque carbone au centre, un berceau avant qui tient le train avant et un berceau arrière qui tient le moteur et le train arrière. Ce moteur qui est un V6 de Nissan GT-R, le VR38 DET, pour fonctionner, il a besoin de plusieurs systèmes. Il lui faut de l'alimentation en mélange air-essence, évidemment. Donc ça, tout le monde l'avait deviné. Il faut aussi un échappement pour dégager les gaz produits par le moteur. Mais il faut aussi un circuit de refroidissement pour pas que le tout surchauffe, un circuit d'huile spécifique parce que le moteur et la transmission ont besoin d'huile pour bien tourner. Cette huile d'ailleurs, elle chauffe, donc il faut la refroidir. Et vu que sur ce projet et donc ce moteur, on est en turbo compressé, il faut intégrer tout un système de canalisation qui comprend des radiateurs, des valves et des manchons en silicone. Bien tuning. Et ça, je pense que ça va vous plaire. Bon, tous ces systèmes-là, ils prennent beaucoup de place. Et dans l'automobile, on a plusieurs architectures possibles pour disposer tout ce petit monde de la meilleure façon possible selon le type de voiture. Donc sur une voiture dite classique, donc un moteur à l'avant, il y a très peu de questions à se poser. Tout est à l'avant, donc dans 99%, vraiment tout se passe à l'avant, donc le moteur est à l'avant et tous les radiateurs, tous les machins sont à l'avant. Et si on prend exemple de la Nissan GT-R R35, la voiture d'où vient donc mon bloc moteur, eh bien tout est sur l'avant. Les radiateurs moteurs et le turbo sont devant. Petit aparté d'ailleurs, le mot pour appeler le radiateur de turbo, c'est intercooleur. Voilà, donc comme ça, on va dire intercooleur à partir de maintenant et comme ça, on garde le terme radiateur pour le radiateur moteur. Mais en soi, ils ont le même rôle, tu vois. Donc voilà, et là où les architectures changent et sont variées, c'est pour notamment les automobiles à moteur arrière. La difficulté du moteur arrière, en général, c'est qu'il est beaucoup moins exposé à l'air frais que sur un moteur à l'avant, évidemment. Donc on a plusieurs choix possibles au niveau du placement des radiateurs moteurs. Donc on peut les placer tout devant de la voiture, ce qui oblige à faire passer des tubes qui vont du moteur à l'arrière vers l'avant, donc ils vont traverser l'habitacle et tout. On a aussi les radiateurs qui peuvent se retrouver sur le côté de la voiture, donc vraiment juste derrière les pilotes, enfin derrière les passagers. On peut faire un peu ce qu'on veut, il y a plusieurs possibilités. Pareil au niveau des réservoirs d'essence, de tous ces trucs-là, il y a plein de solutions possibles, il y a plein d'architectures possibles. Donc comme d'habitude, on va voir quelques exemples pour imaginer tout ça. Donc je commence toujours par expliquer le top du top de l'automobile, à savoir les Formule 1 ou les prototypes. Donc là, on va partir sur l'exemple des protos d'endurance. Donc ici, sauf exception, on retrouve souvent le même cas de figure sur les protos et monoplaces modernes. On a un réservoir qui est placé
juste derrière le siège du pilote. Ça permet notamment d'avoir un réservoir bien protégé des chocs. Et autre chose super importante, ça le met au même endroit que le centre de gravité de la voiture. Alors vous allez vite comprendre pourquoi les ingénieurs en voiture de course, ils mettent le réservoir ici. En fait, ça paraît bête comme ça, mais le réservoir, c'est le seul truc qui perd de la masse sur une voiture quand elle roule. Donc un réservoir placé à l'avant, par exemple, d'une voiture, il va faire varier le comportement de la voiture selon son niveau de remplissage de carburant. Et oui, parce que la voiture, à force de rouler, de faire des tours, elle devient de plus en plus légère. Donc son centre de gravité, il peut se déplacer. Et ça, c'est problématique. Parce que en fait tu déséquilibres la voiture, tous tes réglages que tu as fait, ils sont complètement faussés, donc niveau pilotage, tu vas avoir une voiture qui est totalement différente, réservoir plein ou réservoir vide. Donc pour régler le problème, on met le réservoir au centre de gravité notamment. Comme ça, on a le moins de variations possible. Ensuite, on a les radiateurs sur le côté du moteur, donc ils sont pas à l'avant. Ils sont alimentés par des prises d'air latérales, mais on voit très souvent un tunnel d'air qui débute à l'avant de la voiture. Et c'est notamment pour ça que sur une LMP moderne, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de prise d'air. On dirait que la voiture, l'air ne passe pas, il n'y a pas de grosse prise d'air. Mais en fait, non. Sur les prototypes plus anciens, genre par exemple nos petits groupes C Chery, on peut avoir du radiateur sur les côtés ou du radiateur à l'avant. Donc par exemple sur la Sauber C9 qui est à l'avant. Mais on peut aussi avoir des architectures complètement mixtes avec la 787B Mazda. Où en fait on a un radiateur sur le côté du moteur et on a un radiateur à l'avant. Donc je sais pas comment est fait le circuit de flotte, mais en tout cas c'est comme ça. Petite rectification, le radiateur à côté du moteur, c'est pas un radiateur d'eau, mais le radiateur d'huile moteur. D'ailleurs, il y a son petit copain, le radiateur d'huile de boîte qui est juste derrière. Donc la Mazda 787B, elle a bien un radiateur d'eau à l'avant de la voiture. Et d'ailleurs, l'autre côté, en symétrie du radiateur sur le côté, on a l'admission d'air moteur. J'adore cette caisse, je trouve ça excellent. Et sur la Sauber C9, là où ça a assez d'intérêt, surtout pour notre projet là, c'est que c'est un V8 biturbo. Donc l'admission d'air, elle vient d'ici, elle est aspirée par le turbo, ça passe par les intercooleurs. Ces derniers sont alimentés en air frais par ces prises d'air et on a un système qui fonctionne. Alors toutes ces infos, ce sont des déductions que j'ai faites. J'adore étudier ce genre de bagnole. Je trouve ça fascinant en fait. Et regarde-moi ça respire la violence ce truc. Je suis désolé. Et pourtant, ça date des années 80 ces trucs-là. Bref, passons sur tout ce qui est supercar, hypercar. C'est beaucoup plus commun et beaucoup plus adapté à notre projet. Sur de la Lamborghini Countach et Diablo, et peut-être même les générations suivantes, tout est en double de chaque côté et sur l'arrière. Que sur l'arrière. Donc on a un réservoir en deux parties, donc un de chaque côté, une prise d'air qui se divise en deux pour les radiateurs moteur et pour l'admission moteur, et ça des deux côtés. Et chez Lamborghini, il n'y a pratiquement rien devant. Vraiment, toute la partie technique moteur, c'est tout à l'arrière. Vraiment, c'est abusé. Le cas de la Ferrari F40, on est sur un radiateur à l'avant, comme la GT40 en fait. Ça me rappelle beaucoup, c'est à peu près le même délire. Et niveau architecture, c'est assez sympa la F40, donc je vais vous expliquer pourquoi. Les vitres latérales arrière, elles sont un peu enfoncées, si on regarde bien, ça cache la prise d'air d'admission. Ça passe dans un tunnel du capot arrière et ça entre par le filtre à air. Franchement, c'est pas bête, c'est assez stylé. Les intercooleurs sont reconnaissables à 10 km. Ils sont alimentés en air par cette prise d'air et l'air ressort par les perçages dans la vitre arrière. C'est à ça qu'ils servent notamment, en plus de dégager aussi l'air chaud du moteur. On a aussi des radiateurs d'huile moteur et boîte de vitesse tout à l'arrière sur le pare-choc arrière. Les réservoirs d'essence sur la F40, c'est comme chez Lamborghini, il y en a un sur chaque côté. Et d'ailleurs, là vous vous dites peut-être que c'est sur ces voitures-là, c'est sur les voitures des années 80-90, c'est vieux. Non. Il me semble que sur la Ferrari, il me semble que c'est encore un double réservoir. C'est pas un truc qui se faisait avant, ça se fait toujours. Alors le problème, contrairement à du prototype, c'est que là, les réservoirs, ils sont pas centrés sur la voiture. Et le centre de gravité sur une voiture, il est au centre. Donc, c'est pas le plus optimal possible, mais c'est déjà pas mal. Parce que si on prend la voiture de profil, les réservoirs sont au bon endroit. Et je trouve ça trop bien de comprendre pourquoi une voiture a certaines formes, certains appendices, certaines prises d'air, bref, à quoi ça sert tout ça. Ça sert au radiateur d'huile de boîte, au machin, bidule. Je trouve ça super intéressant en fait d'étudier pourquoi c'est fait comme ça. Deux derniers exemples qui ont beaucoup de sens avec le projet. La McLaren F1, double radiateur sur l'avant, ça s'échappe par les garde-boue avant. Réservoir devant le moteur, donc comme une monoplace, ça c'est génial, c'est
ultra optimisé et admission d'air moteur sur le toit. Et enfin, dernier exemple, et celui qui a vraiment le plus de sens à mes yeux parce que en fait c'est la voiture qui est le plus proche niveau motorisation de mon hypercar. Bah forcément en fait c'est le même moteur et c'est la même architecture, donc moteur à l'arrière. C'est la Renault RS01. Alors j'en ai déjà parlé, mais cette voiture c'est quand même une bonne inspiration quand même pour le projet. Et là bah voilà, donc le moteur à l'arrière comme je vous l'ai dit, intercooleur sur les côtés, admission sur le toit, réservoir central. Bref, je pense qu'au travers de tous ces exemples, vous remarquez une tendance qui se dessine sur l'architecture envisagée sur l'hypercar. D'ailleurs l'hypercar, eh ben on y passe tout de suite, c'est parti. En réalité cette histoire d'architecture et de placement des éléments, eh ben, ça a déjà été un petit peu déterminé pendant le design en 2021. Eh ouais, parce que comme on vient de le voir, le design et tout ce qui est prise d'air est très lié à tout ça, donc il faut vraiment savoir à l'avance ce que tu vas faire. Et vu que le design est très en amont dans un projet comme ça, bah, tu es obligé d'y penser quand même. Donc la prise d'air sur le toit, bah, ça signifiait déjà qu'on allait avoir une admission moteur. Les grosses prises d'air latérales, bah, c'était déjà soit pour un radiateur moteur, soit pour des intercooleurs de turbo. Le fait d'avoir une monocoque carbone, bah, ça favorise la pose d'un réservoir central. La grande bouche ouverte du pare-choc avant, bah, elle est parfaite pour accueillir un radiateur moteur. Le capot, pareil, pour évacuer l'air. Bref, j'en avais déjà parlé pendant les vidéos de design et d'aéro, donc si vous manquez des infos, vous pouvez aller les voir, elles sont disponibles dans la chaîne. Donc si on récapitule sur une vue du dessus de la voiture, on a donc le radiateur, réservoir d'essence, intercooleur et radiateur d'huile combiné, le circuit d'huile et l'échappement. C'était le plus facile celui-là. Alors c'est peut-être un peu difficile à piger le truc, mais on va prendre chaque système un à un et on va les détailler. ASMR. On débute par le système d'échappement. Je les avais déjà dessinés à la version ZUB. On va les faire plus précisément. On a la bride côté sortie de turbo, son lambda et on finit par un support fixé à la boîte de vitesse. Les plus avisés remarqueront qu'il n'y a pas de tresse. Et pour ceux qui ne savent pas, les tresses, donc ça ressemble à ça, bah ça permet d'absorber les vibrations moteur et éviter de fissurer la ligne d'échappement. Pareil, ça encaisse la dilatation du métal. Parce que quand le métal chauffe, eh bien, il a tendance à grossir. On appelle ça la dilatation. Sur une ligne d'échappement qui parcourt toute une voiture, il faut cette tresse, sinon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, ça va fissurer. Mais sur une ligne courte, comme dans ce cas-là, il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, la ligne, elle est fixée sur la boîte de vitesse qui est solidaire du moteur. Donc, en fait, il y a tout l'ensemble qui vibre. Donc, on a beaucoup moins de risque de fissure, voire même presque pas finalement. Et pour la dilatation, bah, j'ai prévu un support sans vis. Donc, le pot d'échappement, il est juste appuyé sur des demi-cercles et on vient mettre un ressort qui va maintenir plaqué les tubes d'échappement. C'est un truc qui se fait beaucoup hein, avec les petits ressorts là, notamment sur les GT40. Voilà, ça, je me suis inspiré clairement de ce genre de truc. En plus, c'est plutôt stylé, ça fait un petit peu les années 60 là, j'aime bien. Passons maintenant à la partie suralimentation turbocompresseur. D'abord, petit cours de principe de fonctionnement. Déjà, tout simple, hein, un moteur a besoin de carburant et d'air, donc le fameux mélange air-essence. L'essence, c'est simple à mettre, il suffit de mettre des robinets, tu l'ouvres, t'as de l'essence. Mais l'air, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a inventé un système qui s'appelle le turbocompresseur. Le turbocompresseur, il va pousser l'air, il va même la comprimer pour qu'il y en ait un maximum dans le moteur. Et pour faire ça, c'est une hélice qui tourne et qui envoie de l'air. Et vu qu'on n'est pas trop con, cette hélice, elle est entraînée par une autre hélice qui, elle, tourne grâce au gaz d'échappement émis par le moteur lui-même. Pas mal, non ? Bon, l'air passe par du tube, il est comprimé, donc il chauffe et il est en contact avec le corps du turbocompresseur qui est à la température des gaz d'échappement, donc du collecteur d'échappement. C'est très chaud. Et un moteur, ça a besoin d'air frais, le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'air, il est plus dense quand il est frais. Et ça, c'est un gain de puissance moteur. Donc on fait passer tout ça dans un intercooleur qui va refroidir l'air, puis l'air comprimé, eh ben, il va entrer dans le moteur. Tu comprimes, ça chauffe, tu fais passer dans l'intercooleur, ça va dans le moteur, t'as de l'air frais, c'est nickel. La vraie difficulté ici, c'est d'avoir le moins de tubes possible pour éviter ce qu'on appelle le lag turbo. Plus le chemin de l'air est long pour arriver au moteur, moins on a de réactivité et on a même un retard de puissance. Et donc en quelque sorte, on attend la suralimentation. Et ça, c'est pas bien. En gros, t'accélères, y a rien qui se passe, et d'un coup,
il y a un coup de pied au cul, alors qui est très drôle, mais vraiment qui est pas du tout optimisé pour du confort de pilotage et de la performance. Il y a des conséquences équivalentes quand le turbo est trop gros par rapport au moteur. Donc en fait, les gaz d'échappement que le moteur fait sont pas assez puissantes à bas régime pour entraîner le turbo. Donc le turbo, il galère à se lancer. Résultat, t'as rien en dessous de 7000 ou 6000 tours par minute sur le moteur et t'as une courbe de puissance qui fait une exponentielle. Ça, c'est dégueulasse, clairement. Mais bon, c'est pas notre cas. Nous, on a des turbos qui sont raisonnables, donc c'est très bien. Donc pour éviter ce lag, pas de secret, faut optimiser et passer à travers le châssis tubulaire, tant bien que mal. On a nos intercooleurs connectés, on s'occupe de la prise d'air. La boîte à air est située dans la monocoque carbone et on a un filtre, évidemment, un filtre à air qui se place juste ici. On fait une descente de tube pour aller jusqu'au turbo. Et on est bon, on n'oublie pas les raccords rigides pour faciliter le démontage. Il nous manque maintenant le fameux dispositif dump valve. Ça, c'est un mot de passionné. À quoi ça sert une dump valve? C'est simple. Imaginez, t'es en phase d'accélération, donc ton turbo, il tourne à balle. Il envoie de l'air bien comprimé dans ton moteur, pleine puissance. Bref, c'est génial. Et là, il y a un virage. Ça arrive toujours au bout d'un moment, tu vois. Donc, t'arrêtes d'accélérer, tu lèves le pied et ton papillon d'admission moteur se ferme pour empêcher l'air d'alimenter le moteur. Sauf que le turbo, à ce moment-là, il tourne toujours. Et pour éviter qu'il n'envoie de l'air bien comprimé, pleine balle, sur le pauvre papillon fermé qui n'a rien demandé, on a ce qu'on appelle une dump valve qui va venir s'ouvrir et qui va venir faire échapper cet air en trop qui vient s'exposer à la tronche contre le papillon. Sans ça, le papillon, il peut péter déjà et il y a même le turbo qui peut être endommagé. Donc la dump valve, c'est quand même important, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le fameux son là du... C'est le bruit typique du turbo. Alors, petite parenthèse, on parle pas ici du stututu. Le stututu, c'est sympa à entendre, mais c'est surtout la cause d'une dump valve inexistante ou qui ne s'ouvre plus, ou pas assez. Du coup, l'air, il faut qu'il se barre au bout d'un moment. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le chemin inverse et il sort par le turbo lui-même. Donc, il passe à travers les hélices. Et ça, ça a pour conséquence de mettre de la contrainte sur les pales de l'hélice et du compresseur. C'est rigolo, ça fait un bruit quand même qui est sympa, mais ça n'apporte pas grand-chose, il me semble. C'est même pas si ouf pour la santé de la mécanique. Bref, on n'est pas là pour faire du Keikos tuning et on va mettre une dump valve. Et d'ailleurs, il y a deux moyens de faire échapper l'air d'une dump valve. Il y a les dump valves atmosphériques qui relâchent tout simplement tout à l'extérieur. Voilà, hein, ça fait pshh, et puis ça se barre tout dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on appelle ça atmosphérique. Mais c'est de l'air un peu perdu pour rien, quoi. Donc voilà, on a inventé une deuxième solution qui s'appelle la dump valve à recirculation d'air. Là, au lieu de relâcher l'air n'importe où, on va la faire re-rentrer à l'entrée du turbo. Et le seul inconvénient de ce truc-là, c'est juste que t'as pas un gros pchit de ouf du turfu. Par contre, t'as plus de performance. Pourquoi? Eh bien, ça permet d'utiliser l'air qui sort de la dump valve vers le turbo. Donc ça fait que ça relance le turbo et le turbo ne perd pas sa vitesse. En fait, tu l'alimentes un petit peu avec ce que tu vas cracher, tu vois. Donc comme ça, à la relance des gaz, vous avez un turbo qui tourne toujours assez vite, donc il ne ralentit moins en tout cas, et c'est mieux. Alors je connais pas exactement l'impact de ça, mais autant utiliser l'énergie de cet air comprimé plutôt que de la relâcher, tu vois, c'est un peu du bon sens. D'ailleurs, je suis assez étonné de voir que les dump valves à recirculation sont très peu utilisées dans les prépas, mais bon, voilà, ça fait un peu moins de bruit et c'est un petit peu plus compliqué à installer, évidemment, en fait, t'as une durée de plus à mettre, donc effectivement, c'est un peu plus de travail, mais pour moi, en tout cas, c'est mieux. La recirculation, c'est mieux, et c'est ce qu'on va faire. Comme on a deux turbos, on a deux papillons, et donc on a deux dump valves. Je les place juste avant le papillon, elles sont fixées sur le gros tube d'admission. Ensuite, je fais la descente de la recirculation d'air juste avant le turbo. Niveau flux, on est bien, ça suit bien le tube. Faut vraiment éviter les tubes montés à l'équerre comme ça, là, tu vois, tac comme ça. C'est pas bon, faut vraiment aider l'écoulement du flux, tu vois, toujours, pour limiter les pertes de charge. J'en profite pour préciser qu'il faut éviter un maximum les raccords flexibles en silicone. Vous savez, les trucs bleus, là, un peu tuning. Plus il y en a, plus il y a de collets de serrage, plus on est susceptible d'avoir des fuites, voire même des démanchonnages. Avec la pression, ça arrive, donc le turbo en pleine charge. Le manchon silicone, il est
expulsé par la pression, et là t'es comme un con, tu passes de 500 chevaux à 100 chevaux, mais instantanément. Donc voilà, les raccords silicone, on évite. Quand on peut mettre un coude en aluminium, on le met. Faut pas se dire on n'achète que des longueurs droites et on met des coudes de partout, ça c'est une très mauvaise idée. En plus c'est moins rigide, donc ça gonfle, donc c'est de la merde. Néanmoins, les raccords silicone sont quand même indispensables pour absorber les vibrations et autres. Le moteur il bouge tout le temps, hein, donc le schéma type c'est moteur, manchon silicone, tube, manchon silicone, intercouleur. Toujours, c'est toujours ça, mais pas plus, il n'y en a pas entre les deux. Vraiment, faut vraiment éviter. Là, on a notre système d'admission d'air turbo-comprimé au complet. D'ailleurs, j'ai adoré concevoir ce système. En fait, je sais pas, la symétrie et tout sur le V6, je trouve ça super beau et harmonieux, donc ouais, j'ai bien kiffé quoi. Circuit d'huile maintenant. On entend régulièrement le terme carter sec. Et le carter en question, c'est celui qui se trouve tout en bas d'un moteur et qui récupère et fait le réservoir d'huile. L'inconvénient du carter d'huile type normal, c'est qu'en fait, il prend beaucoup de place. Et pour avoir une voiture efficace, on veut un centre de gravité au plus bas possible. Et donc un moteur au plus bas possible. Parce que le moteur, c'est quand même une énorme masse dans une voiture. Donc s'il est mis le plus bas possible, c'est le mieux. Mais pour le mettre tout en bas, on est limité par ce carter à la con qui est beaucoup trop gros, et c'est là qu'on utilise un carter sec. Le carter sec, il a toujours le rôle de récupérer l'huile qui tombe du moteur, donc bon, il n'est pas spécialement sec, mais la fonction réservoir d'huile, elle est confiée à un autre truc qui s'appelle une bâche à huile. Donc au lieu d'avoir un réservoir d'huile tout en bas du moteur, tu le déportes. Comme ça, tu peux descendre ton moteur. C'est ça le principe. Le carter sec évite aussi le déjaugeage. Donc comme ça, ton moteur, il est toujours lubrifié quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est ultra performant. Et c'est surtout en compétition qu'on a tendance à utiliser les carters secs. D'ailleurs, presque tout le temps. C'est pas si répandu dans les prépas dites classiques, on va dire. Parce que, en fait, c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est extrêmement cher. On parle de plusieurs milliers d'euros juste pour le carter en aluminium. Toute la solution comprise, là, c'est super cher. On parle même pas d'une solution sur mesure. Sur notre V6 VR38, faut tout modifier. Faut refaire un carter sec sur mesure, intégrer une pompe à huile de compétition. Et dans le principe, on pompe l'huile qui tombe du carter. Elle se stocke ensuite dans le réservoir, donc la bâche à huile. On prend l'huile de ce réservoir, on vient l'amener vers le filtre à huile. Ensuite, ça passe par le radiateur qui va refroidir l'huile. Et ensuite, ça alimente le moteur et la boucle est bouclée, ça retombe dans le carter, ça fait respirer. Bref, voilà, t'as compris quoi. Je commence par la conception du carter sec sur mesure, taillé aluminium. Ça va être une belle pièce. Il est relié à la pompe par 3 durites. En fait, le carter, il est compartimenté en 3. Un compartiment par paire de pistons, tu vois. On a donc une pompe avec 3 étages d'aspiration. Et on a un 4e étage qui permet d'envoyer l'huile vers le moteur. Donc celle-là, c'est pas la pompe de vidange, c'est la pompe qui envoie. Donc en fait, on a 3 étages de vidange, donc ce qui récupère sous le moteur, et on a un étage de pompe qui envoie la pression au moteur. Et je me permets de vous dire et de surligner que le tarif de ce genre de pompe, faut s'accrocher. Pour le filtre, je voulais le mettre près de la pompe, mais impossible. Il était pas accessible et il gênait d'autres trucs, bref, impossible. Donc je l'ai déporté en direction du radiateur. C'est un filtre classique monté sur une pièce qui se trouve dans le commerce, donc vraiment c'est assez bidon. Il y a quelques petites modifications, mais voilà. Une fois que tout est placé, il n'y a plus qu'à modéliser toutes les durites. Sur SolidWorks, c'est assez simple, il faut faire une esquisse 3D, donc un squelette, et un balayage. Voilà. Petite astuce cadeau. Mine de rien, vu les calibres des durites, c'est super important de les modéliser parce que ça passe vraiment au chausse-pied et quand t'en mets 2, 3, 4, ça commence à faire du monde, donc il faut les modéliser. Vraiment. Puis j'ajouterais que les durites, elles sont tellement grosses niveau diamètre que tu peux pas les tordre, tu peux pas faire un virage à 90 serré, ça c'est impossible, donc faut le prévoir, tu peux pas les faire passer partout, quoi. Circuit d'huile moteur fait. On fait celui de la boîte de vitesse. Parce que oui, l'huile de boîte de vitesse est refroidie. Alors ce circuit d'huile, il est beaucoup plus simple. En fait, au cul de la boîte, on a une petite pompe à huile à engrenage qui est intégrée à la boîte. Et t'as 2 raccords, donc une entrée, une sortie. Il suffit de les connecter au petit radiateur par 2 durites et on est terminé, c'est bon. Et vu qu'on est sur la boîte de vitesse, j'en profite pour ajouter mes durites de commande de boîte qui sont aussi hydrauliques. Donc vous savez, c'est la petite pompe qui est juste là, qui fait bouger, qui actionne le vérin qui passe les vitesses de la boîte de vitesse. Donc on a une durite qui fait le shift up, donc passage des vitesses, et une pour le shift down, donc pour descendre d'un rapport. Vu que ces durites, elles passent exactement au même endroit que les durites de refroidissement, on en profite, on les met tout ensemble. Retour sur le moteur, dernier truc, j'ajoute les durites et la valve pilotée pour le boost contrôleur. Ce truc-là, on va y revenir un peu après, mais en fait, ça permet de contrôler la pression du turbo depuis le volant. Donc c'est
piloter. Donc à 0%, bah, tu as un moteur atmosphérique. Et à 100%, bah, ça t'envoie en enfer, tu as les 750 chevaux. Mais ce truc-là, je vais pas le détailler dans cette vidéo, on va sûrement y revenir quand on va installer le truc et quand on va le programmer, je pense que ça va être intéressant. Mais en tout cas, il est là. Donc voilà, ça commence à se remplir tout ça, sérieusement. Hein. Enfin, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Il nous reste pas grand chose, il nous reste le circuit de frein, le circuit d'eau, le circuit d'essence, faisceau électrique, et ben on est bon sur le développement de l'hypercar, c'est un truc de fou les gars, je suis trop content. Évidemment tout ça, on va pas le voir maintenant, la vidéo est déjà assez dense, on le verra dans les prochains épisodes, donc pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite. L'instant T, pour être au courant de ce qui se passe en temps réel, pensez à liker, partager la vidéo si mon contenu vous plaît. Bah écoutez, à l'instant T où je vous parle, la CAO elle est finie, mais ça je vous l'ai dit déjà dans l'ancienne vidéo, et bah là en fait je me consacre presque à 100% sur le projet Seven. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit terminé. Pareil, le nouvel atelier, c'est full time dessus. Il faut que ça soit fini pour qu'on attaque au plus rapidement possible l'hypercar. En tout cas, ça charbonne comme jamais. Je vous dis à la prochaine. Tchou!